Alors, le comité d'éthique d'ELA a été instauré par la gouvernance d'ELA avec une intentionnalité qui est relativement simple mais novatrice, de se dire, puisque dans le débat public, les scientifiques sont partie prenante, les industriels sont partie prenante, les hommes politiques sont partie prenante, il y a beaucoup de gens partie prenante, il faut que les patients soient partie prenante dans le débat public. Et pour être partie prenante dans le débat public sur des questions compliquées, hein, fin de vie, accès aux soins, dépistage, il faut que les associations soient armées. Et pour être armées, ben, elles ont des conseils scientifiques qui les aident sur le volet très, on va dire, biologique, thérapeutique, et elles ont désormais un comité d'éthique qui est fondé de personnes issues des sciences humaines, du droit et de la science, qui les aident à réfléchir aux grands choix de société qui les concernent. Alors déjà, historiquement, l'éthique a amélioré quand même les essais cliniques. On ne va pas revenir à des centres très historiques et un peu condamnables où on faisait de la recherche sans le consentement et sans l'information des patients. Ça ne veut pas dire que la recherche n'a pas avancé grâce à ça, mais quand même, on voit le problème. Et aujourd'hui, il y a des questions très novatrices. Alors en particulier, par exemple, dans le domaine de la recherche en pédiatrie, à partir de quand recueille-t-on le consentement d'un enfant en complémentarité du consentement juridiquement requis de ses parents? Donc on dit, ah ben, les pédiatres commencent à dire, mais dès l'âge de 5-6 ans, un enfant, il peut comprendre. Donc même si ce n'est pas le consentement, moi, c'est comment on l'informe. Puis après, si on déroule beaucoup de choses, on en a parlé pendant le colloque d'ELA, c'est comment les patients sont-ils informés sur les résultats de la recherche. Alors bien sûr que les scientifiques, les médecins, les thérapeutiques sont mis à disposition des patients, on leur explique les choses, mais ils veulent autre chose, hein. Combien de patients ont participé à la cohorte? Est-ce que l'essai s'est bien passé? Quel est l'environnement financier? Et puis on va ensuite dérouler des questions un peu plus complexes, mais on sait que, par exemple, le débat aujourd'hui tourne sur des enjeux médico-économiques et que les patients, sous l'angle éthique, ils ont leur mot à dire sur l'accès aux thérapeutiques ou l'accès au dépistage, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors moi, je pense que fondamentalement, j'ai toujours pensé, et on le voit aussi dans les différents échanges qu'on a ici autour du colloque et là, c'est le sujet de comment le patient est acteur de la recherche. Avant, il était un peu passif. Aujourd'hui, par exemple, un patient, on va lui demander d'améliorer les documents d'information et de consentement au début de la recherche. Et puis ensuite, on va lui demander de participer à la collecte de données, hein, en vie réelle. On a parlé comment se passe un essai dans les maladies rares. On sait que les essais, on en a parler en écoutant les scientifiques, ça ne va pas durer 6 mois un essai, hein, ça va durer des années. Et pendant tout ce temps-là, il faut collecter de la donnée pour savoir comment la vie des enfants, et en espérant qu'ils deviennent adultes, se passe. Donc les patients, ils sont déjà acteurs de cette recherche. Et puis après, moi je suis fondamentalement convaincu qu'un patient, il peut améliorer des programmes de recherche en disant, ben, quand il faut faire une ponction lombaire, vous scientifiques, vous nous dites, allez, il faut en faire 5 dans le projet, est-ce que vous en avez réellement besoin de 5? Bon, peut-être que des fois, le scientifique va dire, allez, on en veut peut-être que 3. Donc ça, c'est une amélioration sous l'angle de la pénibilité. Mais à l'inverse, il peut aussi améliorer la recherche en disant à des gens qui auraient besoin de 5 ponctions lombaires, en parlant à d'autres familles, en disant si c'est important, parce que moi j'ai déjà vécu les 5 ponctions lombaires, elles étaient nécessaires, elles ont été bien faites, j'ai été bien accompagné. Donc je pense que tout ce dialogue voilà, fait que la participation peut être améliorée. Et peut-être après plus largement, mais ça c'est un débat auquel moi je suis beaucoup attaché, les choix de financement de la recherche, c'est des choix démocratiques. Donc quand on vote, quand on vote pour une liste électorale, quelle qu'elle soit, je suis un grand démocrate, c'est bien que les patients et les familles soient informés sur les grandes orientations de la recherche et la façon dont la recherche est financée dans les pays. Ben, on en parle souvent, mais dans le champ des maladies rares, il y a quand même un vrai débat éthique sur l'accès à l'innovation, hein, le financement, la dimension coût-efficace. On sait que dans des pathologies rares, les traitements sont jamais coût-efficaces puisque on investit beaucoup pour peu de patients. Donc, c'est un choix de société qui impose de faire changer les curseurs, de dire est-ce que dans des sociétés riches, hein, j'entends, c'est un discours de pays riches, mais on est quand même beaucoup concerné dans les pays riches par ces questions-là, il faut peut-être changer la grille de lecture et de se dire on a d'autres valeurs éthiques qui sont, par exemple, le principe d'égalité. Pourquoi en Europe des pays remboursent un traitement alors que d'autres ne le remboursent pas? Et pourquoi entre les différents États des États-Unis, par exemple, tous les pays ne sont pas homogènes? Donc on a des réflexions à avoir sur le principe d'égalité devant le traitement. Et puis si on prend l'autre versant du débat qu'on a aussi souvent avec Ella et qu'on va voir pendant des années, c'est l'accès au dépistage. L'accès au dépistage, on partait du principe historique qu'on accédait au dépistage parce qu'on avait un traitement qui serait curatif pour guérir des gens. Mais aujourd'hui, on sait que tout ça, ça change. On peut très bien se demander d'avoir accès au dépistage, tout simplement parce qu'on va avoir précocement accès à des soins, hein. Et beaucoup de gens dans ELA portent ce débat-là. Le soin, ce n'est pas que la guérison. C'est l'accompagnement éducatif, c'est la kinésithérapie, c'est l'orthophonie, c'est les techniques alimentaires, c'est tout ce qui va faire qu'une personne va bien
y compris si malheureusement sa vie sera compliquée, et y compris si éventuellement elle décède avant les autres. Mais voilà, cette notion de portée du soin, donc derrière le dépistage. Et puis on l'a dit aussi, derrière le dépistage, ça c'est mon côté scientifique, parce que j'y tiens, on va avoir plus de patients connus porteurs, et donc on va pouvoir avoir des cohortes de recherche qui seront de plus grande qualité. Et donc je pense qu'il faut sortir, voilà, des vieux schémas, des critères qui font qu'on met en place ou non un dépistage. Il faut être un peu moderne. Et là aussi, principe d'égalité, pourquoi y a-t-il des pays où le dépistage est pris en compte, et pourquoi y en a-t-il d'autres à situation économique équivalente où ce n'est pas pris en compte? Il faut mettre les choses en débat, et l'éthique, c'est uniquement mettre les choses en débat, mais à terme pour faire évoluer les choix nouveaux.